de propager la vérité. Et moi, je voulais surtout remercier à ceux qui sont venus de loin, parce qu'on a avec nous nos amis alsaciens, nos amis belges, puis nos amis mosellans, de toute la... quand même. Et donc, sont représentés plusieurs collectifs et associations. On a l'association On a eu notre dose, venue d'Alsace. On a avec nous l'association Action 200 Belgique. Le collectif Les Ballons Blancs de Thionville. Et les résistants VIAC qui nous ont amené des grandes banderoles. Donc plusieurs intervenants vont se succéder. Joël, je pense, tu commences ou tu commences? Voilà. Donc Joël pour On a eu notre dose. Voilà. Merci Valentin. Voilà, merci à tous d'être ici. Merci Valentin pour avoir déclaré cette manifestation de témoignage pour les victimes des injections Covid-19. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Joël Jekyll. Je suis vice-président de l'association On a eu notre dose, association qu'on a créée en avril 2024, avec notamment Cynthia Thévenot, ici présente également, qui est la présidente de l'association. Nous sommes une association dont le but est de venir en aide aux victimes, victimes, personnes vaccinées et même personnes non vaccinées, mais donc les victimes de la campagne vaccinale Covid, personnes vaccinées qui souffrent d'effets indésirables, mais également donc les personnes non vaccinées qui ont subi des préjudices. Le meilleur exemple étant le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans en France n'a eu aucun revenu. Ils ont donc aucun revenu, des fiches de paie nulles, voire même négatives. Et également, ils ont subi plusieurs rejets, comme le fait d'avoir été rejetés par les Restos du Cœur. Il faut savoir qu'ils n'ont eu absolument aucun droit. Les Restos du Cœur ne les ont absolument pas conviés. Dans notre association, nous avons environ 78 membres aujourd'hui. Alors, on a eu plusieurs témoignages. On a eu une vingtaine de personnes qui ont témoigné de leurs effets indésirables post-injection Covid et également une quinzaine de soignants qui ont subi la loi du 5 août 2021, donc la suspension. Donc Donc pour nous retrouver, vous avez notre Oriflamme qui est juste là. Donc on est visible sur X, sur Telegram, sur Facebook, également sur Instagram. Donc il suffit de taper, donc on a eu notre dose, voilà, note NOT apostrophe, et notre adresse mail, donc contact-du-6 notedose@proton.me. Julia Walter était censée venir avec nous aujourd'hui. Alors Julia Walter est la porte-parole de l'association On a eu notre dose. C'est une maman de 39 ans qui a eu une double injection Pfizer au courant de l'été 2021. Voilà, Julia, bon, elle n'est pas en forme, elle n'est pas en forme aujourd'hui. Et puis, bon, faut savoir que suite à cette double injection Pfizer, elle a fait une péricardite post-vaccinale. Puis s'ensuit en fait pour elle une baisse au niveau de son immunité. Julia est très régulièrement malade. Voilà, donc par la suite également, suite à cette péricardite post-vaccinale, elle a déclaré une spondylarthrite ankylosante et également elle souffre aujourd'hui également d'une encéphalomyélite myalgique. Je voulais remercier les médias qui nous suivent et qui nous donnent de la visibilité. Je remercie Diane qui est là aujourd'hui, qui est du secteur de Metz. Voilà, Diane des Dépêches Citoyennes, donc pour retrouver tout le travail de Diane. Donc c'est le site des Dépêches Citoyennes, dépêches au pluriel, -du6 citoyennes au pluriel.com. Valentin le disait, merci à nos amis belges d'être là, d'Action 200 Belgique, merci aux résistants VIAC d'être là également, merci aux Ballons Blancs, voilà, merci à toute cette résistance du nord-est de la France, de Belgique et du Luxembourg.
Je voulais rappeler également que les pseudo-vaccins, puisque bon, la campagne autour du pass sanitaire reposait sur essentiellement des produits qui étaient appelés vaccins, mais qui sont des injections d'ARN messager qui n'ont jamais dépassé la phase 3 et qui, selon les médias et le gouvernement, devaient empêcher la transmission du virus. Or, on sait parfaitement qu'en octobre 2022, c'est Janine Small, la vice-présidente de Pfizer, qui, lors d'une réunion au Parlement européen, a avoué que ces injections n'ont jamais été testées sur leur capacité à empêcher la transmission du virus. Ça veut dire que toute la campagne autour du pass sanitaire ne tient absolument pas la route. En juin 2023, ça c'est le dernier rapport de l'ANSM, il y avait près de 200 000 effets indésirables qui étaient recensés sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont à peu près 25% de cas graves. Et parmi tous ces signalements, il y a eu 1635 décès. Depuis, plus aucun rapport n'a été publié. Mais l'industrie pharmaceutique reconnaît que seuls 10% des effets indésirables réels sont recensés, car très peu de victimes font la déclaration auprès de la pharmacovigilance. Et c'est même pas nous qui le disons, c'est l'industrie pharmaceutique qui le reconnaît. Si on s'adresse à des experts qui n'ont rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, il faut savoir que ces experts disent qu'on peut multiplier ce chiffre par 20. Si on le multiplie uniquement par 10, on arrive à près de 2 millions d'effets indésirables en France. 2 millions. Et encore, tous ces chiffres reposent sur une pharmacovigilance dite passive. Parce que c'est ça, pour moi, l'un des plus gros scandales, c'est qu'on est dans c'est des injections qui sont en phase de test, et qu'on est en pharmacopassive. Passive, ça veut dire que c'est la victime de faire elle-même les démarches. Alors qu'on aurait dû être dans une pharmaco-active, où toutes les 2 semaines, ou tous les mois, la personne injectée va voir son médecin traitant, et va parler justement des potentiels effets indésirables qu'elle a. Donc ça, c'est un scandale. Aujourd'hui, au niveau mondial, il faut savoir que 16% de la pharmacovigilance mondiale concerne les injections Covid-19 et qu'il y a près de 12 000 études qui sont en cours pour vérifier les liens possibles entre les injections et les pathologies des victimes. Je voudrais faire un petit chapitre sur les associations qui sont là, parce que je sais qu'il y a des victimes qui sont venues nous voir aujourd'hui, qui découvrent en fait ces associations. L'association Solidéclat a été fondée en 2021. Elle a été fondée par des soignants suspendus. Et ces soignants suspendus, ce sont eux qui aident à faire les déclarations auprès de la pharmacovigilance. Le numéro de téléphone pour Solidéclat, c'est le 01 89 48 02 87. Une autre plateforme qui est née, c'est la plateforme SOS Effets Indésirables Vaccination et Covid, qui est née en janvier 2025 et qui, du lundi au samedi de 10h à 22h, ce sont des bénévoles qui accueillent et écoutent toutes les personnes qui téléphonent et elles orientent vers les associations de victimes par la suite. Le numéro de téléphone d'SOS Effets Indésirables Vaccination et Covid, c'est le 09 72 129 808. 808, pardon. 09 72 129 808. Je voulais remercier également les collectifs à travers la France qui font des actions de ce type. Et je remercie Hélène qui est là aussi. Voilà, plus de 200 manifestations à Sarreguemines en Moselle. Le collectif citoyen de Sarreguemines. Merci pour la régularité vraiment et votre travail. Voilà, je pense également fort à nos amis lillois de Liberté Hauts-de-France qui eux sont à près de 250 manifestations. Les résistants VIAC qui traversent la France pour faire ce genre d'action. On compte plus les kilomètres qu'on fait, on compte plus le temps qu'on fait, mais c'est un travail collectif, voilà, au niveau de la francophonie et bien au-delà. Donc merci à vous d'être là. Juste une question. Qu'est-ce que tu penses de l'EMA qui demande de retirer justement les listes des effets secondaires? Oui, retirer la liste des effets secondaires. Voilà. Quel scandale, hein? Ça, c'est jamais vu. C'est du jamais vu de retirer justement la liste des effets secondaires suite aux injections. Voilà, un nouveau scandale. Hein. Il y a eu notamment Vincent Pavant qui en a parlé, puisqu'il a eu des pressions par rapport à ça. Vincent Pavant, mathématicien. Voilà, donc un vrai scandale, sachant que ces injections sont en phase de test, mais on n'est plus à un scandale près.
Voilà, je voulais parler également de l'association à victimes. J'ai eu Mathieu Dubois, le président de l'association à victimes, au téléphone hier soir. La victime, l'association qui compte le plus d'adhérents en France, de victimes post-injection. 900 adhérents, plus de 900 adhérents, plus de 800 victimes, dont naturellement Mathieu Dubois, qui est le président, qui souffre d'une neuropathie des petites fibres et qui a déclaré une encéphalomyélite myalgique par la suite. Et également la vice-présidente de l'association, Mélanie Maupas, dont on ne sait pas si elle verra l'année 2026. Mélanie, je l'ai vue au mois de juillet de cette année. Je me suis rendu à Moulins dans l'Allier pour aller les voir. Mélanie, elle bouge presque plus, donc elle souffre de la maladie de Charcot. Il faut savoir qu'au niveau des Charcot, l'association à victimes dénombre pas moins de 42 personnes qui souffrent de la maladie de Charcot. Dont Mélanie, dont les jours sont comptés. Je parlais naturellement de Dominique Bodino. Que seraient nos actions sans tout le travail que Dominique a fait? Dominique Bodino, il a perdu sa fille Karine, qui a eu 3 doses de Moderna. Et donc ce monsieur a créé par la suite le site www.viac19.fr. Donc Viac, c'est VIAC, pour victimes des injections anti-Covid. Voilà, et donc c'est un monsieur qui a créé une carte de France avec toutes les victimes qui ont subi les injections et qui ont donné leur droit à l'image. Donc il y a dessus des personnes malheureusement décédées dont les parents ont donné les photos et des victimes souffrant d'effets indésirables. Et donc toutes les affiches que vous voyez qui sont déployées ici, vous retrouvez les portraits. Sur les affiches, on retrouve la pathologie des victimes post-injection, le type d'injection, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, les dates des injections, les lots, si on arrive à les avoir. Vous avez également l'âge et le nom des victimes. Et ce monsieur fait un travail colossal. Je sais pas, je pense qu'on est à près de 300 portraits au niveau français. Il passe des fois 3 heures avec chaque personne au téléphone. Ce monsieur, vraiment, c'est, je veux dire, j'ai une énorme pensée pour lui, pour tout le travail qu'il a fait. C'est vraiment colossal. Donc c'est www.viac19.fr, sachant aussi qu'il travaille pour les pays limitrophes. Il le fait pour la Belgique, il l'a fait pour l'Italie, pour l'Espagne et même pour l'Allemagne. Un travail colossal de la part de ce monsieur. Voilà, dans tout ça, il y a également l'association Verity France, fondée par 3 familles victimes. La famille de Maxime Beltra, qui est décédée à l'âge de 22 ans suite à une injection Pfizer. La famille de Sofia Benarira, à 17 ans, décédée également. Et également celle de Mélanie Massip. Vous avez peut-être vu une vidéo assez récente où Frédéric Beltra, le président de Verity France, et Marc Doyer, porte-parole de Verity France, parle du contrat signé entre la Commission européenne, l'Union européenne et Pfizer. Et donc il y a un article dans lequel on voit clairement, c'est moi qui cite en fait ce que Frédéric Beltra dit, mais que les vaccins anti-Covid, le vaccin Pfizer, il est en cours de développement rapide en raison des circonstances d'urgence de la pandémie de Covid-19 et qu'ils continueront d'être étudiés après la fourniture du vaccin. C'est un contrat qui a été signé le 20 mai 2021. Et le pass sanitaire est arrivé en juillet 2021. Ensuite, le vaccin Pfizer à longue durée d'action est en cours d'élaboration, donc on voit bien qu'il est en phase de test. Au niveau des effets indésirables à long terme et l'efficacité du vaccin, elles ne sont pas connues à l'heure actuelle, donc en date du 20 mai 2021. Il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Autre chose, il dit que le vaccin n'a pas été sérialisé. Donc, s'il avait été sérialisé, ça aurait permis de connaître les lots défectueux. Et ça, c'est un autre scandale. Le vaccin n'est pas sérialisé. Alors que Olivier Véran avait quand même déclaré, ancien ministre de la Santé, que les vaccins sont sûrs et efficaces. Donc on voit bien tout le mensonge qu'il y a là derrière. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais parler assez longtemps. Je voulais vraiment vous remercier d'être tous ici. Sachez qu'on lâchera rien. On est tous ici des maillons de la chaîne de la vérité. Merci à vous de dénoncer le plus grand scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité. On lâche rien, merci à vous, merci la résistance. Donc maintenant on va laisser la parole à Véronique qui va représenter le collectif Action 200 Belgique. Voilà. Courage.
Merci à tous et à toutes d'être ici et d'être nombreux malgré les conditions météo qui se sont un tout petit peu calmées. Surtout un grand merci à Valentin d'avoir organisé, à Valentin Dillon d'avoir organisé et de nous avoir invités. Il faut savoir que Valentin se déplace également, il était il y a très peu de temps chez nous en Belgique, sous le vent également, je crois qu'on va dire. Donc, bonjour, je m'appelle Véronique Goron, je suis la compagne de Marc Jerombaud et je parle en son nom, il est ici. Pourquoi est-ce que je parle en son nom et non lui? Parce que en général il prenait la parole, mais il arrivait rarement à terminer son élocution. Parce qu'à chaque fois, c'est revivre et retomber dans ces moments difficiles. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc ma belle-fille, ici la fille de Marc, Jennifer, a eu 2 doses de Pfizer et un mois après la seconde dose, elle est décédée. Elle ressentait des choses différentes dans son corps parce que elle qui n'était guère pour courir les médecins, elle avait pris rendez-vous pour aller voir son médecin traitant à cause de fourmillements inquiétants qu'elle estimait pas normaux dans ses mains, notamment dans ses membres, la fatigue, l'essoufflement. Donc elle avait pris rendez-vous le lundi, mais elle est décédée le vendredi précédent ce lundi. Elle est décédée quand on nous a appelés, évidemment. Ça a été le choc parce qu'elle n'avait aucune comorbidité, elle n'avait aucun problème. C'était quelqu'un de très dynamique, de très vivant, c'était un rayon de soleil. Et elle est décédée d'une embolie pulmonaire. À savoir que, évidemment, quand un décès survient, le médecin légiste descend sur place et qu'il a noté sur son acte de décès que c'était un décès dû à des causes naturelles, à un infarctus. Or, quand on l'a retrouvée, les policiers n'ont pas voulu soulever elle était toujours là, à terre, recouverte d'un drap, n'ont pas voulu qu'on soulève le drap parce qu'elle était vraiment très laide à voir, c'est ce qu'ils nous ont dit. Elle était toute bleue, avec les veines saillantes. Mon frère étant médecin, quand ça est survenu, moi je lui ai téléphoné, il nous a dit c'est vraiment les signes d'une embolie pulmonaire. Quelques mois après, Marc a eu l'occasion d'aller revoir le médecin légiste. Donc nous n'avons pas fait d'autopsie, nous n'avons pas demandé d'autopsie, le légiste n'a pas réclamé d'autopsie. Et quand Marc est allé revoir ce médecin légiste dans son cabinet entre 4 yeux, il lui a demandé, s'il vous plaît, docteur, dites-nous un petit peu mais de quoi est-elle morte réellement? Parce que vous savez, quand vous perdez la chair de votre chair, il y a tellement de questions qui se posent. Et alors, il a regardé dans son dossier, et Marc lui a dit, mon beau-frère me dit que tous les signes étaient là et que ça ressemble à une embolie pulmonaire, pardon. Et il a dit, effectivement, je pense également que c'est ça. Donc Marc a dit, mais en fait, sur l'acte de décès, pourquoi n'avez-vous pas noté cela? Simplement noté cela. Et il a dit, chut, on ne peut pas en parler. Bon, ça laisse vraiment perplexe. Donc pour nous, dans notre esprit, et il y a peu de doutes. Il y a toujours un petit pourcentage, mais honnêtement, tout ce qui est advenu juste après, Marc est en larmes, je suis désolée, Chou. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on se sentait vraiment seul dans notre petite Belgique, parce qu'on est belge, où ça ne s'entendrait pas. On s'est retrouvés vraiment seuls. Et puis nous sommes descendus à Aix-en-Provence à une manifestation. Nous ne savions pas qu'en France des manifestations étaient tournées. Et donc la toute première, nous sommes allés le 10 décembre 2022 à Aix-en-Provence. Nous avons rencontré un tas de monde.
Et on s'est dit, mais bon sang, toutes ces personnes qui sont là aussi actives, nous pourrions faire pareil également en Belgique. Donc Marc a décidé de fonder le collectif Action 200 Belgique, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur X. Également, il y a une plateforme qui est le www.ca200.be. Et de fil en aiguille, nous avons recherché en Belgique d'autres personnes qui avaient perdu des proches ou qui étaient victimes. Donc Laurence nous a rejoint puisqu'elle a perdu son fils de 30 ans également de la vaccination. Nous avons Lucie qui est également une victime des effets, je ne dis pas secondaires, pour moi ce sont des effets primaires de cette vaccination. Nous avons aussi Pierre Infarctus, tel qu'il s'appelle sur Facebook, qui est un entrepreneur d'une 50aine d'années qui a tout perdu, puisqu'il a fait plusieurs infarcts et toujours à l'heure actuelle, il n'arrive pas à récupérer. Expliquez pourquoi ce sont des effets primaires et non secondaires. Pour moi, ce sont des effets primaires, parce que c'est les premières choses qui sont arrivées. Ce n'est pas du secondaire, ce n'est pas... Parce qu'ils étaient attendus. Un effet primaire, c'est un effet qui est connu avant et attendu. Pour moi, c'est pour ça que je... oui, je vous laisserai tout à fait. C'est quelque chose pour moi qui nous a été caché, tout à fait, et que, bon, je suis désolée de le dire, mais moi je pense que nous avons été un laboratoire à ciel ouvert. Nous avons été des cobayes. Les personnes qui... Ils ont tout fait pour nous faire peur, pour nous inciter à cette vaccination, pour protéger soi-disant les personnes qui ne pouvaient plus aller, les personnes plus âgées, les petits-enfants ne pouvaient plus aller voir leur papy, leur mamie. Moi, de mémoire, c'est la première fois que je vois tant d'acharnement à vouloir faire vacciner les dames enceintes. De mon temps, tout médicament était proscrit pour une personne enceinte, quoi. Donc je n'ai pas compris. Il faut savoir qu'en Belgique, plus précisément à Liège, puisque nous sommes aussi de région liégeoise, il y a Frédéric Baldan qui a intenté une action devant la justice contre Ursula von der Leyen pour pouvoir essayer d'obtenir, oui, je ne vais pas manger le micro, Marc, pour pouvoir essayer d'obtenir les fameux SMS et pouvoir commencer à dénouer par la ficelle, dénouer cette pelote de laine. Mais évidemment, bon, je pense que tout ça est voulu et toujours mouillé, jamais inquiété, quoi. Donc la dame ne s'est pas présentée, des avocats étaient là, il y avait énormément de plaignants, je pense qu'ils étaient plus de 1000 plaignants, dont également notamment du personnel navigant qui était là, qui était venu en Belgique. Nous avons vu beaucoup de personnes françaises présentes également. Mais ça a été reporté sine die. Donc, en général, chez nous, sine die, ça veut dire que c'est au calende grec. Donc, Les 1000 plaignants ont eu accès au contrat. Oui, les 1000... La Hongrie ou la Pologne. Tout à fait. Effectivement, il y avait deux gouvernements qui étaient là, deux personnes représentant des gouvernements des pays de l'Est qui étaient également présentes. Eux ont eu accès aux documents. Maintenant, j'imagine, nous, derrière... Nous n'avons pas le tout, mais j'imagine que tout ça est toujours en train de décanter pour continuer l'action, parce que M. Baldan, qui avait tenté ça, a dit que ça ne s'arrêterait pas là. Donc, bien, pour le moment, nous sommes en grande attente des suites, en fait. Donc, voilà, moi, je ne peux que remercier tous les collectifs d'être présents. Je ne vais pas les reciter, puisque... Joël s'en est chargé de très belle façon, et puis moi je risque d'en oublier. Je n'ai pas pris de petits papiers comme vous pouvez le voir. Donc je tiens à remercier vraiment tout le monde. Moi je continue à penser
que le fait de faire tous ces rassemblements sont très utiles parce que ça nous permet de rencontrer des personnes qui ne savaient même pas que d'autres personnes sont dans le cas. Je pense à une petite dame ici qui est ici, avec qui j'ai un peu papoté et qui me disait que ça lui faisait terriblement de bien de rencontrer d'autres personnes parce que ils vont voir quand on a des effets secondaires et qu'on va consulter un professionnel de la santé, eh ben bon, primo, ils ne trouvent rien souvent ils ne trouvent pas grand-chose avec nombre d'examens. Et quand ils ne trouvent pas grand-chose, la seule réponse est « Vous avez des problèmes psychiatriques, madame, il faudrait consulter un psychiatre ou quoi qu'est-ce ». Or, je ne pense pas qu'en cette période, en 2-3 ans de temps, une grande majorité de la population soit tombée prête à être psychanalysée, quoi. Tel est mon avis. Voilà, c'était mon témoignage. Je ne sais pas si je peux encore dire ou faire d'autres choses. Marc, as-tu d'autres choses? Puisque c'est toi quand même qui est présent. Évidemment, nous, dans notre collectif, j'ai oublié aussi de nommer Carmen Del Rio. J'oublie tellement de monde. Je vais passer le micro à Marc. Excusez-moi. Heureusement, j'ai toujours ma petite Véronique à côté de moi, parce que depuis le décès de ma fille, elle me suit partout et elle va me supporter. Et je vous assure, c'est pas évident, elle est toujours avec moi. Et moi, je voudrais encore dire une chose pour toutes les victimes. Moi, personnellement, je ne ferai que mon deuil le jour où ces gens-là seront jugés, condamnés pour crimes contre l'humanité. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, on va laisser la parole à Aline qui souhaite témoigner. Merci pour Aline, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus. Donc, je me prénomme Aline, j'ai 61 ans. Je suis victime des effets secondaires. J'ai donc fait deux vaccins Pfizer. Donc, je m'excuse si je m'exprime mal ou si je cherche mes mots, mais ça fait partie de mes effets secondaires. Donc, je suis obligée de prendre des notes parce que sinon j'oublie tout. Donc, je vais vous lister mes effets secondaires. Donc, j'ai une explosion des pathologies déjà existantes. La migraine, le syndrome des jambes sans repos, la fibromyalgie. J'ai une fatigue chronique continuelle. J'ai des migraines XXL qui peuvent durer jusqu'à 10 jours. J'ai des absences, brouillard cérébral, douleur dans tout le corps, photophobie, yeux secs, troubles visuels, fourmillements aux extrémités et douleurs, mémoire proche très altérée, difficultés d'élocution et de compréhension, insomnie, malaise, troubles de l'appétit et du goût, difficulté à se situer dans l'espace-temps et dans l'espace, essoufflement, palpitations, fragilité cutanée et allergie, et difficulté pour écrire et lire. Je ne peux plus lire. Je lis, j'arrive à la 3e page, il faut que je reparte à la première parce que je me souviens plus on me dit quelque chose, 5 minutes après, je ne m'en souviens plus. J'ai des douleurs, je ne me souhaite à personne en fait. Depuis que j'ai eu mon premier mot, je cours de médecin en médecin, je fais la médecine, je n'y crois plus. La médecine me dégoûte, les médecins me dégoûtent, les spécialistes m'ont traité comme moins que rien. J'ai été bafouée, j'ai été méprisée, j'ai refusé une fois de payer un neurologue parce qu'il me traitait mal. J'ai été pratiquement jetée d'un cabinet parce que j'insistais sur le fait que c'était le vaccin et que c'était rien d'autre. Je suis suivie, je suis obligée d'aller maintenant tous les ans dans un hôpital où un neurologue me fait un tas de tests pour justement mon gros problème de mémoire. Et il n'y a pas très longtemps, j'y étais, donc là je dois faire encore un scan PES, ben j'arrive pas à le dire. Donc il m'a dit, si on trouve une anomalie,
on fera une ponction lombaire, puis si on ne trouve pas, ben... Mais c'est peut-être psychologique, madame. Alors non, c'est pas psychologique. Ça fait 4 ans, je vous assure, c'est pas psychologique. Je peux pas laisser dire ça. Je n'en peux plus de savoir ça. J'ai vu des médecins qui m'ont... Pendant une demi-heure, je leur parlais, Alors, ils vous plaignent. Oh, madame, oh, mais comment vous faites? Oh, madame, oh, vous êtes courageuse. Oh, oui, oui, oui. Et à la fin, en partant, on vous dit, alors, on fait quand la 3e dose? Mais vous foutez de ma gueule, en fait, c'est ça. Je vous assure, j'avais une estime pour les médecins, pour la médecine en général. Mais maintenant, je leur parle du tac au tac. Je prends plus sur moi. Quand on me dit quelque chose, eh ben, non, je veux pas. Vous me soignez pas, vous me prenez, je paye pas. Et je désespère de voir que les gens pensent que voilà, c'est rien, il n'y a pas beaucoup, c'est rien. Le fait d'avoir commencé à parler, il y a des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont raconté et qui n'osent pas parler, qui n'ont pas, c'est pas la peur, mais qui n'arrivent pas à parler et qui me demandent à moi. Et je peux vous citer des exemples. Une amie qui a été opérée du cœur, obligée de faire le vaccin, sinon on ne t'opère pas. Elle a été opérée et elle a lu sur le papier qu'on donne aux mecs qui vous endort là, que c'était marqué qu'elle avait le Covid. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, mais j'ai pas le Covid. Ah mais non, mais c'est rien, c'est rien. Ah donc si elle était morte pendant l'opération, elle serait morte du Covid. Voilà. Et ça, c'est la médecine. Et donc, en fait, il n'y a plus que mon médecin traitant auquel je fais confiance. Il a pris... Au départ, il croyait pas trop, non, c'est pas le vaccin. Et ensuite, il m'a dit, écoutez, madame, vous avez raison, c'est le vaccin. Mais maintenant, il y a quelques médecins qui me disent, oui, c'est le vaccin. Mais ils vous le disent. Quand vous leur demandez, n'oubliez pas de le marquer dans votre rapport. Hein. Alors, dans le rapport, il marque que c'est depuis le vaccin, mais ils disent pas, oui, c'est le vaccin. Ils vous le disent en face, mais personne, excusez-moi, je vais être mal poli, mais personne n'a les couilles, en fait. La première fois que j'ai fait une prise de sang, le monsieur qui est venu me faire la prise de sang, je le connaissais, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est le vaccin? Ah bah oui, Aline, c'est le vaccin. Mais pourquoi vous dites rien? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu... Mais Aline, j'ai peur de perdre mon accréditation. Voilà. Alors, le serment d'Hippocrate, hypocrite, tout ça, c'est du vent. J'ai tout fait, la pharmacovigilance. Alors, la pharmacovigilance, ils vous envoient par mail. Hein. On a bien reçu vos trucs, on a noté ceci, cela. Et à la fin du mail, en tout petit, c'est marqué « Vous n'avez pas le droit de communiquer ces informations, sinon vous pouvez avoir des emmerdes. » Eh bien, je les ai, moi, ces informations. Et j'ai fait des photocopies. Et je m'en fous d'avoir des emmerdes, parce que maintenant, c'est plus possible. On peut pas. Il faut... Moi, en tant que victime... alors, on me dit « Ouais, tu es forte. » Non, je suis pas forte. Vous savez d'où elle vient, ma force? Elle vient de là, elle vient de vos yeux, elle vient de votre soutien, elle vient de vos regards, elle vient de vos sourires, c'est ça ma force. Elle vient de ma fille qui me tient la main, elle vient de mes petites filles qui me disent « Merci mamie, tu t'es vaccinée pour pas que nous on se vaccine, on t'aime, on est là. » Là, elle est ma force, c'est tout. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. C'était moi qui a... Parce que je fais toujours des bêtises, moi. Et donc voilà, je peux vous expliquer. Excusez-moi. Alors voilà, c'est ce que je peux plus faire. Je peux plus marcher plus que un quart d'heure, une demi-heure. Je peux plus nager. J'adorais nager. Je suis retournée à la piscine quelques temps après mes premiers effets secondaires. Et j'en ai tout le temps qui s'ajoutent. Hein. J'avais été à la piscine, je vais me détendre. Je fais toujours 2 ou 3 largeurs. Je suis pas une super... J'ai nagé 2 secondes.
Heureusement, j'avais pied, mais j'ai coulé tellement j'étais fatiguée. Le gars qui s'occupe, il est venu, il m'a sorti de l'eau. Après, ça a été mieux, mais je peux plus nager, je peux plus lire, je peux plus écrire, il y a plein de choses de la vie courante, je dirais, que je ne peux plus. Je peux plus sortir quand il fait chaud. Je supporte pas le bruit, la lumière. Je fais de la photophobie. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai même du mal, quand je suis trop fatiguée, à comprendre ce qu'on me dit. On me parle, et c'est grâce à mes petites filles que j'ai eu ce déclic de me dire parle, même si tu parles mal, même si tu parle. Parce que quand j'ai eu les premiers effets secondaires, c'est un peu comme un travail de deuil. Au début, vous niez, vous n'y croyez pas. Non, c'est pas possible, non, c'est pas le vaccin, ben non, c'est pas le vaccin. Et vous le savez au fond de vous, parce que vous le ressentez. Et je crois que c'était un mois après mon premier malaise, mes petites filles et ma fille sont venues me voir, ils m'ont dit, mamie, ça va pas, tu as des douleurs pas possibles, et puis tu captes rien quand on te parle. Comment ça, je capte rien? Et la toute petite a dit, non, c'est pas que tu captes pas, c'est que tu captes mal. En fait, des fois, je suis tellement fatiguée que quand on me parle, je sais pas pourquoi, je comprends autre chose. Alors, les médecins, comme je vous dis, je ne crois plus à la médecine. Et d'ailleurs, j'ai constamment sur moi un papier. Je suis... excusez-moi, je sais plus. Enfin, c'est un papier comme quoi je suis contre le vaccin et que je refuse toute vaccination, qu'elle soit Pfizer, machin. Je veux plus, je ne veux plus rien savoir. Et comme je vous dis, moi j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui me soutient. Je connais des gens qui n'ont pas cette chance. Et pour ça, vous êtes tous et toutes presque vitales pour nous. Parce que la première fois que j'ai parlé, je me sentais vraiment esseulée, triste. Et j'ai eu du mal à parler comme aujourd'hui. Mais quand j'ai fini, que j'ai posé mon micro, il y a une dame qui est venue vers moi, une infirmière, je ne sais même pas si elle est peut-être là. Et elle m'a juste dit, Aline, je te crois. Et bien, je vous assure que ce Aline, je te crois, il est gravé et il partira jamais. Donc, merci à vous, les associations, les gens, vous tous, merci pour votre soutien. Parce que sans vous, on n'est rien. Sans vous, on va crever comme des chiens, c'est tout. Merci à vous. Merci beaucoup, Aline. Merci pour ton courage, ta prise de parole quasi spontanée, du coup. T'as pas trop l'habitude. Voilà. Et alors, la prochaine personne, apparemment tu hésitais, non? Allez, Diane. Allez, soyons fous. Voilà. Allez, Diane. Alors bonjour tout le monde. Comment dire, je n'avais pas prévu de parler. Bravo à tous ceux qui sont là. Bravo à tous ces êtres humains qui pensent à leur prochain. Bravo à tous ceux qui comprennent que ce qu'il est fait à l'un de nous est fait à l'ensemble de nous. On sait maintenant avec les Pfizer Papers que ces effets n'étaient pas du tout des effets secondaires, mais sont des effets primaires qui étaient attendus, qui ont été constatés durant les essais. Et malgré ces effets primaires absolument abominables, qui relèvent du génocide, ces vaccins ont quand même été mis sur le marché. Ils ont été quand même rendus obligatoires. Et le plus monstrueux de tout, c'est que ces vaccins ont été injectés à des enfants et à des femmes enceintes. Je pense que la monstruosité fait que la majorité des gens ne veulent pas l'entendre. La majorité des gens qui se sont fait injecter ont des effets secondaires. Voilà.
on ne leur dira pas que ce sont des effets secondaires, on leur dira qu'ils sont morts, qu'ils sont malades pour autre chose. Mais ces vaccins sont une abomination, un poison qui a été injecté à chacun de nous. Tout ceci est su, mais malheureusement, ce n'est pas dit. Je jette l'opprobre aujourd'hui sur la sécurité sociale qui ose encore, oui je dis ose encore, adresser des formulaires pour qu'on se fasse injecter Covid et grippe. Voilà. À tout un chacun, à tout Metz qui m'entend, sachez que toute injection de vaccin est un poison qui détruit votre santé. Voilà. Payé de surcroît avec nos impôts. Voilà. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre en fait sur cette abomination, ce crime contre l'humanité. Je pense que si les nazis ont tué quelques millions de personnes, on a largement dépassé ce stade et pourtant personne ne bouge. Nous sommes combien là? Nous sommes 50, 60 et tous ces gens-là qui vont faire leur marché, qui vont faire leurs courses, hein, parce que tout va bien, parce qu'on se met la tête sous l'oreiller, parce qu'on ne veut pas savoir. Mais ne pas savoir ne protège pas du danger. Ce danger, il est aujourd'hui aussi sur nos enfants, avec des injections de vaccins qui ne protègent absolument pas les enfants. Tout est su. Il y a peu, l'association E3M a fait des recherches concernant les doses d'aluminium qui sont déposées dans les vaccins pour enfants, avec des doses qu'on vous dit, minimum, qui ne soient pas toxiques. Or, les recherches prouvent qu'aucune recherche n'a jamais été faite sur les doses d'aluminium. Donc les doses d'aluminium sont 200, 300, des milliers de fois plus importantes dans le corps d'un bébé et détruisent la santé de vos enfants. Voilà. Personnellement, quand j'étais petite, je n'ai quasiment jamais été malade. Aujourd'hui, je vois des enfants qui, tous les 15 jours, ont une grippe, un rhume, une gastro. Ceci n'est pas normal. Ceci n'est pas normal. Demandez à vos grands-parents, si vous en avez encore, combien de fois ils ont été malades petits, ça n'existait pas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, excepté qu'on a tenté depuis 5 ans de diffuser ces informations, de les rendre claires, accessibles pour chacun. Je fais cet effort sur mon média régulièrement pour synthétiser ces informations. Il appartient à tout un chacun d'en prendre connaissance, même si c'est difficile, même si c'est un choc. Sachez que ce choc a été aussi là pour nous. Mais sans information, nous ne pourrons pas, l'humanité ne pourra pas survivre à ce qui nous attend en termes de totalitarisme aujourd'hui, en termes de suppression de l'information, puisque les informations que vous avez ne sont que de la propagande. Et si j'ose dire, la propagande nazie était vraiment minimum par rapport à celle que l'on vit aujourd'hui. Voilà. Écoutez, merci à tous ces gens spécialement qui... Merci. Tous ces gens qui ne sont pas eux-mêmes victimes, qui savaient et qui donnent de leur temps, je pense à Joël, à Cynthia, tous les gens de ces associations qui ne sont pas eux-mêmes concernés et qui pourtant donnent de leur temps, de leur week-end, de leur argent, alors qu'ils pourraient, comme tout le monde, profiter et qui sont là pour nous sauver, chacun de nous. Voilà, nous sommes l'humanité, nous sommes un tout et ce que l'on fait au plus petit de nous est fait à l'entièreté de la population. Merci. Et maintenant, sauf s'il y a encore une prise de parole spontanée, comme madame tout à l'heure, on ne sait pas. Bon, alors, une des personnes qui représente les résistants VIAC, Hélène ou Francis, s'ils le souhaitent. Alors, un grand merci à Valentin et évidemment, on a eu nos doses. Donc ici, on a l'habitude de venir, de faire nos actions. Ça fait des années qu'on fait nos actions. Malheureusement, vous voyez, vous avez toujours la population qui préfère se balader et ils oublient ce que les politiciens nous ont fait, les politiciens véreux, comme verront évidemment, avec le pass vaccinal, que ce soit le pass vaccinal, que ce soit le pass sanitaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a obligé les gens à se confiner.
on a obligé les enfants à porter un masque. Alors, quand on nous dit oui, mais le masque protège, ben moi je vous dis le contraire. Et moi je lance un appel. Quand on nous dit que le masque protège, ben venez. Moi je vais vous montrer le contraire. Moi j'ai ma fille qui vomissait 7 fois par jour, sans acide. C'était une nageuse. Et malheureusement, j'ai dû la faire arrêter de nager parce que le masque l'empêchait de respirer. Et elle nageait au Luxembourg parce que quand malheureusement ils ont arrêté la natation dans les clubs, j'ai son ancien entraîneur Maël qui m'appelle, il me dit Alicia nage. Je dis non, je ne peux pas nager à Thionville, c'est fini. Écoute, tu m'emmènes. Donc elle a continué à nager. Et un jour, il m'appelle, c'était le 1er février, il m'appelle, il me dit écoute, Francis, c'était 2021. Il me dit Alicia a un problème de santé. Je dis non, c'est le masque. J'ai mis 5 mois, j'ai fait toutes les analyses, échographie, j'ai tout fait. Et à la fin, j'ai un certificat médical qui dit que c'était le masque qui était dangereux pour elle. Pour vous dire une chose, à l'école européenne, à ma mère, institutions pourtant qui sont très réputées, c'était la seule à ne pas porter de masque. J'ai menacé le directeur de poursuivre en justice. C'est-à-dire que quand on veut, on peut. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que tous les parents qui vaccinent avec un produit expérimental, quand vous vaccinez avec un ARN messager, je vais vous dire une chose, ça n'a pas été testé. Et je dis bien, ça n'a pas été testé. Un vaccin, il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Si vous voulez des vraies données scientifiques, allez sur la page de Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche du CNRS, et vous explique tous les vaccins. Il vous explique les vaccins justement pour les animaux qui sont dangereux. Et aujourd'hui, on fait quoi? On picousse et on n'en a rien à foutre. Tous les politiciens, tous les ministres, tous les médecins, ils sont tous corrompus. N'oubliez pas une chose, la Cour européenne de justice, dans le procès de Ursula, a bien dit que les médecins sont responsables des injections. Ils sont responsables des injections. Et nous avons fait une bâche pour les soignants pour expliquer tous les droits qui ont été bafoués. Donc en aucun cas, ils pouvaient vacciner. Malheureusement, tous les députés sont corrompus. Je remercie Martine Vonner qui nous a défendus, Dupont-Aignan qui nous a défendus. Il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a les députés qui font quoi? Ben, qui continuent. Ils se gavent. Ils continuent. On veut obliger l'obligation vaccinale pour les soignants, les trucs comme ça, avec un ARN messager. C'est une honte. C'est une honte. On est en train de saigner les Français. On saigne la population. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, regardez. La population se balade. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Réagissez. On a martyrisé nos enfants. On a martyrisé nos soignants. On a martyrisé nos aînés. Je vais vous rappeler une chose. Un truc qui est tout simple. Le décret Rivotril. C'est quoi le décret Rivotril? On disait, voilà, vous avez une personne qui a des problèmes pulmonaires, on lui donne le Rivotril, sédation, c'est fini, il meurt. Prenez dans le Vidal. Le Vidal, il dit quoi? Il est interdit de donner le Rivotril à des personnes qui ont des graves problèmes pulmonaires. Donc on a fait quoi? On les a tués. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu des plaintes? Vous avez eu des plaintes? Vous n'avez rien. Les ministres, les députés, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les toubibs, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on voit quoi? La justice, il n'y en a plus. La justice, il n'y en a plus. Donc un jour, il faudrait que le peuple se réveille et fasse un tribunal populaire pour juger tous ces gens-là. Parce que n'oubliez pas une chose, hein. Lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le tribunal populaire, le tribunal de Nuremberg.
lors du tribunal de Nuremberg, ils ont fait le code de Nuremberg, qui a donné des directives. Et de là, on a fait justement des lois pour protéger la population. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Notre marionnette qui est au pouvoir, alors lui, c'est le... Il a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains. Vous voyez là, derrière? Regardez les victimes. Regardez les victimes. Et nous, on est en train justement de montrer aux gens ces victimes. Je prends ma petite Mélanie Massy, 15 ans. Elle se fait injecter, 2 jours après, elle fait un arrêt cardiaque. Je connais très bien sa mère. Malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir le dossier médical. C'est drôle hein, qu'on n'arrive pas à avoir le dossier médical. Il faut se poser de bonnes questions. Donc la justice, ça fait quoi? Elle fait rien. Elle fait rien. C'est-à-dire que on a eu plein de produits qui ont eu une trentaine de décès. On les a arrêtés sur le champ. On les a arrêtés sur le champ. Et là, on arrive, on fait quoi? Ben, on continue. On continue, on injecte. On injecte avec un produit expérimental qui n'a pas été testé. Et je dis bien qu'il n'a pas été testé, parce que je vais vous dire pourquoi. Le produit qui a l'AMM conditionnel n'est pas le produit qui a été injecté à la population. Étant donné que Pfizer ne pouvait pas produire la quantité, la grosse quantité, donc ils ont modifié le produit. Si vous modifiez le produit, c'est plus le même. Donc automatiquement, vos essais ne sont plus les mêmes. Pfizer a bien reconnu, a bien dans son contrat, qui disent bien qu'ils ne savent pas les effets secondaires à court, moyen et long terme. Et pourtant, Monsieur Macron, vous avez autorisé tous ces produits. Donc vous êtes responsable. Et venez pas comme Monsieur Fabius, responsable mais pas coupable. Alors vous savez, un jour, les gens, ils vont se retourner contre vous. Et c'est pas un appel à la haine. Le problème, c'est que le jour où les gens vont se retourner, il ne faudra pas venir pleurer. Et tous les médecins qui ont picousé, qui ont obligé, qui ont injecté, qui n'ont pas prévenu, ils sont responsables. Et moi, je dis, tous ces gens-là, il faut les faire payer. Il faut les condamner au maximum. Voilà. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut se réveiller, parce qu'aujourd'hui, on arrive, on veut changer tous les vaccins, les mettre à ARN messager. L'ARN messager n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. Donc il faudrait savoir pourquoi qu'on oblige les vaccins à ARN messager. Aujourd'hui, on se pose des bonnes questions. Pourquoi les scientifiques qui parlent, que ce soit Perron, que ce soit Montagnier, regardez Montagnier, il avait prévenu, on l'a pris pour un fou. En fin de compte, c'est la vérité. Regardez un truc qui est tout simple. Tout ce que les gens ont prévenu en amont, ça s'est réalisé. Et puis, ben c'est oublié. C'est oublié, c'est vieux. Le Covid, c'est vieux, c'est derrière. Les décès, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous avez une personne qui a des effets secondaires, une personne qui est décédée, vous savez qui c'est qui subit? Ben, c'est toute la famille. C'est pas que le malade ou la personne qui est décédée. C'est toute la famille qui dit. Et quand vous perdez quelqu'un, c'est à vie. C'est à vie. On a notre amie Julia. Qui est comment dire, elle n'est pas en forme en ce moment. Mais malheureusement, si on l'aurait prévenu, elle n'aurait jamais été picousée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle peut s'occuper de moins en moins de ses enfants, de sa famille. Vous savez que quand vous avez eu, que ce soit une femme, un homme, qui a un enfant, comme machin, et qui ne peut pas dire bonne nuit à son enfant parce que on est mal, on est dans le lit, vous croyez quoi? C'est une vie pour cet enfant? Donc, on fait souffrir qui? Tout le monde. Tout le monde. Et ça, on n'oubliera jamais. Il ne faut pas oublier.
parce qu'on aura de plus en plus de décès, et ça on le sait, les turbocancers, les trucs comme ça, on en a de plus en plus. Et les gens ils disent quoi? Mais on ne sait pas de quoi ça vient. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence avant d'avoir justement ces décès? L'injection, voilà. Donc il faut arrêter ces expérimentations. Et j'ai mon ami Perron qui dit bien, à l'heure actuelle, il conseille plus un seul vaccin. Donc, vous voyez, et c'était quelqu'un qui était pour la vaccination. Et il le dit bien. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance au laboratoire. Voilà. Et moi, je dis, j'ai pas confiance ni au laboratoire, ni aux politiciens. Parce que là, ils sont corrompus, c'est tout. Donc moi, je vous remercie. Passez un très bon week-end. Et je vous remercie d'être venus. Merci à tous mes amis ici. Et voilà. Un grand merci à tout le monde. Liberté, liberté! Ça nous avait manqué. Hein. Alors on vient d'avoir notre ami Hugues qui vient d'arriver et qui a dit je suis prêt à prendre la parole aussi. Alors finalement, Hugues va prendre la parole. Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous. Là je rentre d'Asie, il faisait 30 degrés, alors c'est un peu le choc thermique. Et j'ai pris un peu froid dans l'avion. Hier j'ai pris, vous savez, ce truc qu'on a essayé d'interdire qui s'appelle l'Artémisia. Et moralité, voilà, ça va beaucoup mieux déjà. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je me souviens, les toutes premières manifs, il y en avait 2. Au tout début, on était 20, 30, 40. Puis ça a été jusqu'à 4-5 000 à Metz. Il y avait 2 manifs, voilà, une citoyenne, une royaliste droite. Et voilà, je venais aux 2. En tout cas, ça fait plaisir parce que la population elle a pris conscience, même si on n'est pas forcément aussi nombreux qu'on aimerait. Mais c'est la qualité, ce que je disais juste avant, c'est la qualité vibratoire. C'est la justice de nos actes, c'est l'aspiration et la justesse, l'alignement de ce qu'on est qui fait la force du groupe individuellement. Donc moi je suis assez fan de Deepak Chopra notamment et s'il y en a que ça intéresse, je vais lancer un petit groupe sur Telegram pour faire justement monter notre niveau vibratoire et faire que les valeurs qu'on défend, elles rayonnent mieux, elles rayonnent plus. Et je pense que la population, elle est prête à entendre ce qu'on pense nous depuis le début. Parce que chaque jour, il y a des gens qui se rendent compte que factuellement, encore hier, j'ai pris un taxi à Paris pour rentrer de l'aéroport. Lui, il s'est pas vacciné, mais il y a une jeune dans la famille qui est une des seules qui s'est vaccinée à 20 ans. Elle a 22 ans, elle a un cancer. Franchement, un cancer à 22 ans, c'est pas habituel. On peut se poser des questions sur le pourquoi. Et voilà, c'est des gens tout le monde s'est rendu compte parce que dans son entourage, à part les gens vraiment qui sont aveugles, et c'est des choses qui nous ont rassemblés, qui nous ont fait nous lever, qui nous ont fait s'engager pour la justice, la vérité, pour aussi sortir du système. Et chaque jour, il y a des gens qui sortent du système. Ici, on est pour une cause, c'est les libertés, c'est pour remettre en question le pouvoir de l'industrie pharmaceutique et de la corruption des politiques. Mais il y a des gens qui sortent du système dans d'autres groupes, il y en a beaucoup de gens aussi dans le développement personnel, dans le bien-être. C'est un mouvement planétaire qui est en train de se passer. On est une partie de ce mouvement planétaire et il va falloir tous se rassembler, tous s'unir pour, après avoir contesté, après s'être levé, après avoir été des résistants, être des créateurs du nouveau monde qu'on voudrait voir. Qu'est-ce que seront les valeurs de ce nouveau monde ? Là, on est vraiment dans un décor qui est en train de s'écrouler, la Macronie, Véran, l'OMS, tout ça, voilà. Il y a chaque jour des gens qui se rendent compte que c'est plus possible et ça va s'écrouler. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire après ? Qu'est-ce qu'on va installer comme valeur ? Comment on va s'impliquer ? On aura tous des choses à faire et c'est là-dessus qu'on doit se préparer parce qu'il y aura des moments où on va écrire de nouvelles pages de l'histoire de la région, de la France
et de l'humanité, parce qu'évidemment le problème il est mondial et la question elle n'est pas uniquement sur la question des libertés du pass vaccinal, mais elle est beaucoup plus vaste sur quel monde on veut pour nos enfants, quel monde on veut pour les générations futures et dans quel monde de liberté, de bien-être on a envie d'évoluer. Donc il faut vraiment garder l'espoir et merci à Valentin d'avoir organisé ça, merci à tous de tout ce qu'on partage et de tout ce qu'on a fait depuis le début. Et j'allais presque dire par humour, mais c'est vrai, merci aussi à ces gens qui servent une cause sans en avoir conscience. Je parle de Véran, je parle de Macron, des gens totalement perdus dans leur vie, qui n'ont aucune valeur profonde. Et d'ailleurs, je pourrais vous partager une super émission sur la Macronie, un journaliste qui a écrit un livre qui montre vraiment le profil psychologique du personnage. Et ce genre de personnes qui n'ont pas de valeur, qui sont juste des arrivistes, c'est l'ancien monde qui est en train de disparaître. Et le nouveau monde qui s'installe, c'est des gens qui sont portés par de l'humanisme, par des valeurs, et qui veulent installer quelque chose qui compte vraiment, quelque chose aussi qui soit du partage, et non pas le pouvoir pour ma gueule et les miettes pour les autres, mais vraiment un monde plus équitable. Et ça commence comme ça. Et donc merci à eux, parce que quelque part, ils nous ont fait nous lever, nous rassembler, et ensemble, c'est sûr, on est plus fort. Et avec tout ce qu'on a traversé, franchement, on a plus de bagages que la majorité des gens qui ont juste obéi. Pour terminer, on a une pointure parmi nous dans ce domaine. C'est monsieur Jean-Pierre Redier, qui va certainement encore se présenter avant de commencer sa prise de parole. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Redier. Merci. Bonjour à tous, je suis un peu fatigué parce que j'ai un âge avancé, donc j'ai fait un accident vasculaire cérébral il y a quelques temps, donc j'ai dû abandonner toutes mes fonctions de président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations et de la présidence de European Forum for Vaccine Vigilance. Donc ce sont des sociétés et des associations qui existent depuis 70 ans pour la Ligue et 20 ans pour l'European Forum for Vaccine Vigilance. Et c'est-à-dire que j'étais préparé depuis très longtemps à cette crise qui allait survenir. Mon problème, moi, je suis entré par la bande. Je ne suis pas entré par le médical dans le sujet. J'ai été dentiste auparavant à Kinshasa, au Zaïre, et en 1982 est apparu le sida. Alors il fallait comprendre ce qu'était que le sida. Au départ, on ne savait rien. Et on a vacciné les gens en Afrique, mais il y avait aussi déjà des épidémies aux États-Unis, dans certaines prisons et dans certains groupes homosexuels. Donc tout ça s'est mis en place. C'est là que j'ai rencontré Montagnier, qui ne m'avait pas tellement fait plaisir, jusqu'à ce qu'il rejoigne un peu la résistance, mais enfin ça c'est un autre sujet. Et puis c'est en 1996 que j'ai rencontré un dentiste américain qui m'a montré la relation entre vaccination et l'armée. Et cette relation entre l'armée et les vaccinations, qui remonte déjà au temps depuis l'Antiquité, on essayait d'affecter les gens avec des virus, on ne connaissait pas tout ça, mais enfin on comprenait qu'il y avait une transmission qui se faisait d'homme à homme. Et puis il y a eu... donc tout ça, c'était l'armée qui s'occupait de cela. Et puis en 1966, là je vous recommande d'écouter monsieur Dr Mann, qui travaille avec Manon aux États-Unis avec Robert Kennedy, qui a fait tout un tas de recherches sur l'origine militaire des transmissions virales. Et ça a commencé en 2000. Pour le sida, c'était déjà le résultat d'un contrat qui avait été signé en 1969 aux États-Unis entre les gens de l'armée et la médecine. Donc ils ont dit combien de temps faut-il pour créer un virus contre lequel il n'y a plus aucune moyen de se protéger. Or, il faudrait une dizaine d'années et combien de temps? 10 millions de dollars. Donc ils ont à ce moment-là payé la recherche pour créer ce virus du sida. Et ils ont fait des essais, comme je disais, en Afrique et aux États-Unis. Et là, on a eu des premières épidémies. Et alors, cette épidémie, nous, on ne connaissait pas grand-chose. Et puis là, j'ai rencontré un chercheur américain qui est du CDC d'Atlanta et qui est devenu Monsieur Sida après à Genève. Et lui, comme moi, on a été très surpris de ce qui se passait. Et il a dit un jour,
m'a dit ça. On a semé le sida, on ne sait pas ce que nous allons récolter. Et aujourd'hui, on commence à récolter les bénéfices de cette manipulation. Donc, le docteur Mann, qui travaillait avec Malone, que l'on a vu à Bruxelles la semaine dernière, qui est un collaborateur de Kennedy, ils commencent à remuer la merde très profond. Et donc, ce monsieur Mann a découvert qu'en 1966, on a commencé à breveter les vaccins dans la nature. Et pour expliquer le sida, il part en 1999, où on a fait des essais sur les coronavirus. Pourquoi les coronavirus? Parce que ce sont des virus qui sont facilement modifiables. Et ce qui s'est passé avec le sida, c'est qu'on a pu manipuler ce virus pour le rendre pathogène. Donc, il y a eu en 2004-2005 des épidémies au Moyen-Orient avec le MERS. Et puis, il y a eu 4 ou 5 petites épidémies qui n'ont pas pris. En 1909, on a eu une première alerte. C'est là que j'étais intervenu avec un ami de Strasbourg qui était au Parlement à Paris. Il m'a donné l'autorisation de venir faire une manifestation. C'est là qu'on s'est battu contre des gens du CDC, de l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Et tout ça, ça a permis de cesser les vaccinations qui avaient été mises en place en 2009. En 2014, il y a eu une autre alerte qui a failli émerger. C'était le problème de l'Ebola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, en Afrique, on a découvert l'Ebola. Alors cet Ebola, c'est une longue histoire, je peux vous raconter là-dessus. C'était financé par l'armée américaine et puis par un consortium qui rassemblait une université de Nouvelle-Orléans, des fabricants de tests, des fabricants de vaccins. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ce problème d'Ebola en Afrique était conçu par des militaires. Et quand il y a eu des révoltes de ces soldats, de ces gens là-bas, ils ont envoyé l'armée américaine pour stopper tout cela. Puis est arrivé 2019, et puis là on s'est aperçu du montage qui a été fait, donc là c'est totalement inconnu, et puis c'est ce qu'on est arrivé avec cette crise du Covid. Alors moi, dans tout ce modèle, j'ai été averti depuis 1996, et j'avertissais les gens de ces risques potentiellement militaires de cette action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les gens n'ont pas entendu, les gens ne veulent pas nous écouter, on ne veut pas mettre les militaires là-dedans. Et puis, c'est arrivé cette immense catastrophe avec toutes les victimes que l'on voit aujourd'hui. Et puis, voilà, on est malheureusement dans un nouveau bain où chacun essaye de montrer son point de vue. Alors, les médecins qui travaillent ardemment, comme disait tout à l'heure Sabatier, Banoun, etc., qui font un travail de recherche fondamental. Vous avez des gens qui font du juridique, des gens qui font de l'historique. Alors moi, je suis plutôt du genre historique dans le sujet. Et puis, on a aujourd'hui ce puzzle. Est-ce qu'on va arriver à mettre tous les morceaux ensemble pour enfin comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui? Merci en tout cas de m'avoir laissé cette parole. Et puis... Non, merci. J'espère en tout cas que les pauvres gens qui continuent à se faire vacciner aujourd'hui comprendront un jour qu'ils sont des objets militaires. Alors, il y a eu de passer des histoires comme ça. On verra ce que ça donnera dans 20, 30 ou 40 ans. Si les gens des États-Unis parviennent à briser le système. Merci en tout cas à tous. Et puis à bientôt. Moi, sur les vaccins infantiles, alors si vous voulez, moi j'étais en tant que président de la Ligue, je me préparais à cette crise d'une façon ou d'une autre. Et alors en 2017, en juillet 2017, ils ont imposé la vaccination obligatoire pour les enfants. C'est là que j'ai été amené à la Ligue. Moi, je ne suis pas entré à la Ligue avec mes idées militaires, mais en tant que dans la Ligue, j'ai dû me battre contre cette obligation militaire. Cette obligation vaccinale, c'est-à-dire que la vaccination des enfants, ça a été un artifice pour nous préparer à cette crise Covid.
C'est-à-dire qu'il fallait rendre les vaccinations obligatoires, ce qui a été fait en France, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays par la pression des médecins. Et donc, cette vaccination des enfants, c'est une obligation de rendre la vaccination comme un acte banal. Or, ce n'est pas un acte banal, c'est un acte dangereux. Et alors, aujourd'hui, on a 7 ans après, il ne se passe toujours rien au niveau de la sécurité sociale. Pourtant, c'est pas ce qui manque. On envoie des lettres, on envoie on fait des procès à tous ces gens-là. Espérons qu'il y aura quelqu'un un jour dans le gouvernement qui prendra le sujet à bras le corps et qui lèvera de cette obligation vaccinale. Parce que le pauvre, comme disait, il y a peut-être des vaccins qui seraient utiles, même s'ils sont pas utiles, ils sont dangereux de toute façon. Mais il y a des vaccins qui passent très bien, d'autres qui passent très mal. Et aujourd'hui, il y a d'autres vaccins, tels que le Beyfortus, comme les vaccins contre le Gardasil, etc., qui sont récents, qui, eux, provoquent des dégâts dangereux. C'est tout ce que tu voulais savoir sur les vaccinations infantiles. Voilà, en attendant, si vous avez des enfants qui doivent être vaccinés parce qu'ils doivent accéder à l'école, essayez de faire le moins dangereux de tous les vaccins, disons, c'est le tétanos, même s'il est associé à la tuberculose, ou enfin... Merci à tous. Merci. Alors, si vous voulez un jour que je vous fasse un sujet sur l'origine militaire de ces vaccinations, j'ai 2 heures de conversation. Merci à tous. Alors, le fameux papier que j'ai toujours sur moi, c'est un papier, c'est objecteur de conscience vaccinale. Et je l'ai toujours sur moi. Et j'ai prévenu mon médecin, je lui ai dit, je peux présenter ça dans un hôpital. Il m'a dit, oui, vous pouvez. Et j'ai prévenu, j'ai dit, le prochain qui s'approche de moi pour faire un vaccin, je lui prends l'aiguille et je lui plante dans l'œil. Voilà. Il est là. Alors, on arrive à la fin de cet événement. Avant de clôturer, on aimerait bien, pour ceux qui le souhaitent, faire une grande photo de groupe. Ça a été demandé à plusieurs reprises. Pour conclure, ça sera une photo. Et puis... Ok, donc merci beaucoup, merci au collectif, merci de m'avoir laissé pendant quelques instants le micro. Donc moi je m'appelle Rémi, je suis membre d'une association en lutte contre les traces laissées par les avions dans le ciel. Donc à ce sujet-là, je voulais vous donner quelques nouvelles, hein, ça va aller très vite. Donc pour ceux que ça intéresse, hier, alors je vais faire de la publicité pour un média, sur France Info est passé pour 7 minutes une hydrologue qui parle de ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous savez, en Inde. Ils ont dispersé de l'iodure d'argent pour faire pleuvoir, pour que ça disperse la pollution. Donc suite à cet épandage, ils ont invité une hydrologue qui a parlé pendant 7 minutes et qui a dit le remède est peut-être pire que le mal. Donc je vous invite à l'écouter. Voilà. Et il y aura également un dossier, alors je vais faire un peu de... Moi je ne suis pas adhérent, enfin je ne suis pas membre. Il y a dans le prochain Nexus, il y aura tout un dossier sur le système HAARP. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ça traite des ondes qu'on envoie dans l'ionosphère. Et donc moi je vais vous parler également, je suis militant aussi dans une association sur les ondes électromagnétiques. Donc là, vous avez juste en face, là, dans le carré là-bas, c'est des antennes qui sont cachées. Et vous pouvez le vérifier sur un site internet officiel de l'Agence nationale des fréquences qui s'appelle cartoradio.fr. Alors moi, je voulais aussi vous parler
d'une solution. Donc je milite pour le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, je dirais, il y a les prochaines élections bientôt. Je pense qu'il faudrait initier des RIC locaux avec les mairies pour avoir des projets citoyens. Il y avait ça également, et également aussi, depuis maintenant presque 10 ans, je participe à l'écriture d'une nouvelle constitution, d'une constitution citoyenne. Vous pouvez... donc on appelle ça les gentils-virus. Alors c'était avant le phénomène Covid. Hein. Je précise parce que le premier atelier, il a eu lieu en mars 2016. Donc ça, c'est... Moi, je vous invite, donc vous tapez Lorraine Gentivirus et vous allez trouver tous les résultats. Nous sommes à 85 réunions. Et ça aussi, c'est un bon moyen de s'entraîner à écrire une nouvelle constitution. Et je vous assure, ça nous transforme. Donc ça, c'est aussi pour moi une solution. Et donc je vais m'arrêter là parce qu'on a tous froid. Et je vous remercie. Ceux qui veulent des informations, vous venez me voir et je vous répondrai volontiers. Je vous remercie encore pour votre écoute. Pour moi, voilà, je voulais encore une fois tous vous remercier. J'en profite, je vais faire la conclusion de mon côté. Je suis quand même content de tous vous revoir parce que ça fait longtemps. Et c'est toujours un plaisir. Il y en a que j'ai pu depuis très longtemps et ça me fait toujours... Vous êtes une grande famille en fait. C'est la résistance lorraine, d'Alsace et de Belgique. Ça forme qu'une seule grande famille. C'est magnifique. C'est magnifique. Et faut rien lâcher, même si on n'est pas nombreux comme ça. Mine de rien, on est toujours là pour véhiculer un message, pour essayer d'éveiller les consciences, pour par les bâches, en donnant des tracts ou juste en prenant la parole. C'est toujours important. Même s'il pleut, même s'il n'y a pas grand monde, on se dit, il y a quand même quelqu'un qui va encore prendre la parole. Et là, c'est beau, là. Là, c'est beau. Il faut éveiller.